Beijing, 1979. Au palais de la place Tiananmen, Deng Xiaoping est le nouveau dirigeant de la République populaire de Chine. Quelques jours plus tôt, son programme de réforme économique est adopté par le comité central, faisant de lui le nouveau leader du Parti communiste chinois. Deng annonce la libéralisation de l'économie et une ouverture vers l'extérieur. En 30 ans, la Chine va accomplir sa révolution industrielle, qui avait nécessité un siècle en Europe et aux États-Unis. Cette ouverture n'aurait peut-être jamais eu lieu si 60 ans plus tôt, Deng Xiaoping n'avait pas vécu en France, une expérience déterminante. Ce jour de 1974, Deng Xiaoping fait une escale à Paris, en revenant d'un voyage à l'ONU. C'est la première fois pour lui qu'il revenait, depuis son départ en 1926. Cet endroit a une signification extrêmement importante pour mon père. C'est ici qu'il a commencé sa vie en tant que révolutionnaire. Et Deng Xiaoping, alors vice-premier ministre de la Chine, veut ramener de son voyage un souvenir typiquement français. Alors il a demandé à un ami de l'ambassade de Chine en France que je connais d'aller acheter des croissants. Ils ont acheté presque tous les croissants de Paris. Ce jour-là, il n'en restait plus un dans les boulangeries du quartier. Les croissants étaient un luxe pour eux. Et il les a ramenés à ses vieux amis. Je me souviens que j'étais avec lui et ma mère quand nous avons offert ces croissants à ses amis combattants qui étaient toujours en vie en Chine. Ma tante a sorti quelques pains et elle m'a demandé « Tu connais ? Ce sont des croissants, c'est la meilleure nourriture. La chose préférée de ton oncle et ses amis quand ils étudiaient et travaillaient en Europe. » Pourquoi Deng Xiaoping, Chou Enlai et leurs camarades de lutte savourent les croissants français avec une telle gourmandise? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, jusqu'en 1920. 19 octobre de cette même année, Deng Xiaoping débarque en France, âgé d'à peine 16 ans, avec 80 autres élèves du Sichuan. C'est un adolescent. Je ne sais pas si vous imaginez un lycéen de 16 ans partant de l'autre côté du monde pour chercher la vérité. C'est quand même quelque chose d'un peu surprenant. Après seulement 5 mois, il est contraint de suspendre ses études, faute d'argent. Deng Xiaoping trouve d'abord un premier emploi de fondeur dans les hauts fourneaux du Creusot, un des métiers les plus pénibles à l'époque. Sans formation, ils vont découvrir des conditions et un rythme de travail jusque-là inconnus. Le petit bonhomme au Creusot dans un haut fourneau. Il est désavantagé par sa petite taille, qui restera sa caractéristique jusqu'au bout. Au coup de sifflet,
ils se jettent dans l'enfer. C'était physiquement terriblement dur, le travail de manœuvre dans des hauts fourneaux. À une cadence infernale, ils doivent orienter la coulée d'un métal en fusion, portant à bout de bras, pendant près de 12 heures, des barres d'acier de plusieurs dizaines de kilos. Un travail de forçat. Certains meurent, comme le camarade de Chenyi, qui assiste ici à son enterrement. Il va falloir à ces jeunes Chinois faire preuve de solidarité. À cette époque, les élèves travaillaient en roulement dans l'usine. Et pour gagner du temps, ceux qui étaient en repos cuisinaient et laissaient toujours une assiette à ceux qui allaient rentrer. Puis ces étudiants retournaient au travail, ceux qui en revenaient mangeaient et préparaient quelque chose pour le groupe suivant. Les ouvriers travaillent 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui et sont payés 2 fois moins. Les étudiants ouvriers chinois ne gagnent que la moitié de ce salaire de misère, considérés comme des apprentis. Comme il était jeune, il touchait un salaire d'apprenti. Son salaire horaire était de 1 franc par heure. À l'usine, il a compris l'autre face de la société capitaliste. Il y avait des conflits entre les contremaîtres et les ouvriers, les premiers intimidant les seconds. En plus, la discrimination envers les Chinois était très importante à l'époque. Deng Xiaoping écrira plus tard: « La souffrance de la vie, les insultes des laquais des capitalistes, les contremaîtres, m'ont profondément marqué. Le salaire était misérable, il ne suffisait pas à nous nourrir, alors comment pouvait-on même envisager de faire des études ? Nos rêves, nos promesses de sauver le pays par l'industrie, apprendre des savoir-faire, sont devenus des illusions. Mais cette expérience m'a au moins servi à une chose, elle m'a fait choisir la voie du marxisme pour ne plus jamais la quitter. » Chaque jour est le même. Ils se rendent à l'usine, mangent du pain et de l'eau et vont se coucher. C'est tout cela qu'il a décidé à se consacrer entièrement au communisme. Mais dans la France d'après-guerre, les conditions de vie sont parfois compliquées. En 1920, les usines ferment et le chômage explose. Le Paris des années 20, c'est le Paris des années folles. Mais le Paris des Chinois, c'est pas tout à fait le même. Un Paris fait de petits boulots et où les fins de mois sont difficiles. Ils vivent mal, ils mangent mal, ils sont souvent malades, beaucoup sont tuberculeux d'ailleurs. Donc, conditions matérielles, elles sont dures. C'est le Paris pauvre. Il faut voir ce que c'est que le Paris ouvrier de cette période-là. C'est des bistrots où ils vont rapidement prendre une tasse de café, manger une tranche de pain entre 2 séances de travail. En théorie, les étudiants travailleurs devaient financer leurs études. Pas de travail, pas d'études. Les promoteurs du mouvement décident alors de créer l'Institut franco-chinois de Lyon. Pourquoi Lyon? Parce que Lyon, c'est une ville qui a toujours eu un intérêt pour la Chine à cause de la soie. D'autre part, le communisme est assez craint à cette époque. Et donc Paris ne semble pas idéal pour ça. Et puis il y a un troisième point, c'est que Lyon offre moins de divertissement. Et donc on pense que les étudiants seront peut-être plus studieux en étudiant à Lyon qu'à Paris. Les jeunes Chinois, eux, voient dans cet établissement qui ouvre en septembre 1921 une possibilité de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Leur enthousiasme va vite retomber. À l'époque, les étudiants chinois en France ne recevaient aucune information sur l'examen d'entrée ou sur la scolarité. Aucune information. Ça fonctionne comme une grande école, si vous voulez. On organise un concours d'entrée et ce concours permet de recruter des gens qui ont déjà fait
de solides études en Chine et qui sont donc des vrais étudiants, parce que les étudiants de l'Institut franco-chinois de Lyon ne travailleront jamais. Et c'est au dernier moment qu'on leur a annoncé qu'ils ne pourraient pas participer. Les intérêts des premiers élèves du mouvement Travail-Études ont été complètement ignorés. Cette école ne peut pas se faire sans eux. Ils réclament de pouvoir intégrer l'Institut. On les méprise, on considère qu'ils ne sont pas à la hauteur, on préfère des étudiants de bon niveau universitaire et social, ils sont furieux. La marche sur Lyon, connue sous le nom de Li Dayong, est lancée avec comme chef de file Tsai Ing-wen et Chen Yi. Leur première revendication, c'est de survivre, c'est d'avoir le droit de faire des études. Et pour obtenir ces garanties, ils se réunissent et s'organisent. Selon mon père, il s'agit d'une lutte entre l'éducation aristocratique et l'éducation des masses. Les manifestants occupent l'entrée de l'Institut. Ils sont allés pousser des cris devant la porte du fort Saint-Irénée. C'est là qu'ils ont fait une erreur fatale pour eux, c'est qu'ils sont rentrés de force dans le fort. Ils ont forcé la porte et ont occupé les salles de classe en passant par les fenêtres. On leur a envoyé la garde mobile, donc... La police française intervient pour libérer les lieux et enfermer chaque soir les rebelles au fort Montluc pour les libérer au petit matin. Ils distribuent des tracts à la population lyonnaise pour essayer de gagner la sympathie des Lyonnais. Tracts dans lesquels ils demandent le soutien de la population lyonnaise en disant « écoutez, notre cause est juste ». Et effectivement, c'est difficile à contester. Donc aidez-nous à obtenir que nous puissions donc, faire nos études ici. Cette affaire trouve même un écho médiatique. D'après ce qu'on sait donc, de la presse lyonnaise locale, c'est vu comme une manière de curiosité, sans antipathie particulière ni sympathie. C'est quelque chose quand même d'assez mystérieux. C'était des articles plutôt neutres en fait, qui expliquaient la situation sans vraiment prendre parti. Voilà, ils relatent les faits en disant donc qu'il y a des jeunes venus de Chine oui, qui manifestent. Imaginez à l'époque, c'est d'un exotisme tout à fait particulier. Pour les autorités françaises, il faut quand même que le mouvement soit vite tué dans l'œuf. Les marcheurs de Lyon n'obtiendront pas gain de cause. Au contraire, leur démarche va même précipiter les événements. L'ambassade de Chine et la police française ont décidé de les renvoyer au pays, car ils étaient tous soupçonnés d'être des fauteurs de troubles. La manifestation des travailleurs étudiants en France, c'est la première lutte qu'il a eue dans sa vie, et il y a participé de sa propre initiative. Escortés jusqu'à Marseille, 104 élèves sont placés dans le premier paquebot direction Shanghai. Parmi eux se trouvent Tsai Ing-wen et Chen Yi, qui écrira en mémoire de ses jours sombres. Un continent européen en ébullition, un courant avance vers l'est, moi, les mains vides. Comment je rentre dans tes bras? Parti ambitieux, je suis retourné tout déprimé, je retiens par cœur le poids pesé sur mes jaunes épaules. Ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des études, voire même ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ils étaient partis pour travailler et aller à l'université, mais après le travail, il n'y avait pas de deuxième étape. Ils ont été renvoyés chez eux. Tsai Ing-wen sera exécuté en 1931, en pleine guerre civile, par les nationalistes. Chen Yi intégrera l'Institut franco-chinois de Shanghai avant de devenir un des hommes de confiance de Mao. Le mouvement Travail-Études se poursuit sans eux. Montargis, début de l'année 1922. Après l'expulsion des élèves, la vie reprend son cours normal. Les débats reprennent au jardin d'Urzy. Deng Xiaoping, qui n'a pas pris part à la marche sur Lyon, est embauché à l'usine Hutchinson de Chalette-sur-Loing, sous le nom de Teng Yiyan. Deng Xiaoping est affecté à l'atelier des chaussures. On y fabrique des galoches.
La plupart, c'est des filles, des femmes qui travaillent dessus, parce que comme il est petit, il est jeune, ils ont mis là-bas. Il ne se fait pas particulièrement remarquer à l'usine. Il se fait remarquer parmi les Chinois, c'est autre chose. Un talent pour nouer des relations que ses proches ont très vite remarqué. Le jeune Deng Xiaoping s'attire bientôt la sympathie de ses camarades communistes. Il est très actif, souvent bavardé avec gauche et droite, il courtoisie avec tout le monde. Il était plein de vie, aimait sourire et jouer avec des amis. Même plus tard, il ramenait son jeu de cartes avec nous. C'est là qu'il a appris ce qu'était le marxisme et c'est aussi ici qu'il a compris le capitalisme. C'est la révélation. Deng Xiaoping vient de trouver un écho à sa nature profonde. Très vite, il va consacrer tout son temps à la politique. C'est travail, mais travail pour gagner un minimum d'argent afin de pouvoir se consacrer donc à la réflexion d'abord et puis surtout très vite à l'action politique. Il passait son temps par le train, est absent pour aller distribuer les tracts. Et après seulement quelques mois passés à l'usine de Chalette, il est renvoyé. C'était noté ne pas reprendre dans l'usine parce que je pense qu'il était indiscipliné. À partir de ce moment-là, il s'est mis sur la voie d'un révolutionnaire professionnel. Deng Xiaoping veut se consacrer entièrement à la révolution. C'est maintenant une évidence pour lui, si la nouvelle pensée intellectuelle et politique se fait à Paris, il faut aller à Paris, dans une ville où à l'époque, tout semble possible. Sans travail, sans argent, Deng part rejoindre ses camarades installés dans la capitale. Il adhère au Parti communiste des jeunes Chinois d'Europe. Un des créateurs de ce mouvement est un jeune homme, mi-journaliste, mi-politicien. Il s'appelle Zhou Enlai. Zhou Enlai, c'est le chef. Et lui, il vient en France sans jamais avoir l'ambition véritablement de travailler. Il n'en a pas besoin. Oui, il vient donc pour faire du journalisme, etc., pour faire de la politique. C'est ce qu'on appelle un permanent. C'est un professionnel du Parti communiste. Une sorte d'électron libre qui va et qui vient et dont on n'est pas toujours en mesure de savoir à quel endroit il se trouve, ce qu'il fait et au fond quel est son poids. Il est allé également en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et dans bien d'autres pays. On s'aperçoit au fur et à mesure que ce poids est considérable. Zhou Enlai a donc une personnalité propre, qui garde toujours au fond de lui une part de mystère. Zhou Enlai, c'est le plus fascinant de tous, parce que c'est certainement celui le plus ouvert, le plus intelligent, le plus cultivé. Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui a accepté toute sa vie d'être un lieutenant, qui n'a jamais voulu être le numéro 1, alors qu'il aurait pu l'être. Il ne voulait pas être en avant pour montrer qu'il était un dirigeant. Par contre, il aimait rester à l'arrière, faire des travaux concrets. Dans les premiers temps, Zhou Enlai partage avec le jeune Deng un appartement, au 13 de la rue Godefroy, dans le 13e arrondissement. C'était un appartement tout petit, 10 mètres carrés ou 6-7 mètres carrés, très petit. Il y avait seulement un lit. C'était Zhou Enlai, mon père et Li Fuchun, qui travaillaient ici et se logeaient dans cette chambre. Et dans cette petite chambre, il lisait, rédigeait des articles, organisait des réunions. Zhou Enlai ne faisait pas que la dictée, il la transformait en siège de la branche communiste.
En s'installant à Paris, Deng Xiaoping a une ambition, participer au mouvement communiste. Chou En-lai va l'aider dans sa quête. Il l'invite à participer à la fabrication d'un journal d'avant-garde. Il y a à l'époque, si vous voulez, des petites revues fort modestes, qui sont des revues de nature politique, pour essayer de faire connaître effectivement le marxisme, le communisme, le syndicalisme. Les articles étaient rédigés par Chou En-lai et Li Fuchun. Et mon père se chargeait de graver les planches et de polycopier les articles. Donc les camarades de sa branche l'appelaient amicalement docteur de polycopie, ou docteur Renéotypie, c'était son surnom. Cette histoire et cette passion commune scelleront une amitié indéfectible entre les deux hommes, qui ont pourtant 6 ans d'écart. Mon oncle avait déjà 25 ans et Deng Xiaoping n'avait qu'à peine 20 ans. Il était un petit frère. Il a dit une fois que Chou En-lai était la personne la plus intime pour lui pendant toute sa vie. Il a dit que pour lui, Chou En-lai était un grand frère, un frère aîné. C'était le début d'une amitié de plus de 50 ans. Et je pense qu'on peut dire que le jour où Deng Xiaoping a rencontré Chou En-lai, le destin de la Chine a commencé à basculer ce jour-là. Paris, dans les années 20, est une ville en pleine ébullition intellectuelle et artistique. Ici, il rencontre un réseau de précurseurs de la pensée politique des classes populaires, des anarchistes et des marxistes. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en Chine, toujours, il y a cette volonté d'apprendre des autres. Ils allaient souvent au Café de Flore. C'était un endroit où les élites françaises se fréquentaient, où les pensées se rencontraient. Et ils y allaient très souvent, en particulier Chou En-lai. Ils ont demandé au Parti communiste français de leur donner des cours de communisme. On leur envoie quand même, pour leur faire quelques cours, un militant du parti qui s'appellera Popor et qui viendra leur faire quelques cours de marxisme pur et dur dans un bistrot parisien. Chou En-lai en faisait parfois un lieu de travail, de réunion, car discuter avec des gens dans les cafés était tout à fait normal, on ne se faisait pas remarquer. Les Français s'y rencontraient constamment, alors ils se disaient que des réunions privées n'attireraient pas l'attention des policiers. Mais la police française commence bientôt à s'inquiéter de ces jeunes militants et les place sous surveillance. On ne sait comment a fait la police, mais on a des comptes rendus de réunion. La police française, elle est curieusement assez bien faite en ce qui concerne la pénétration des milieux immigrés. Il y a des rivalités entre fascistes et non-fascistes, par exemple parmi les Italiens. On se tient aussi au courant de ce qui se passe chez les exotiques, c'est-à-dire les Indochinois, les Indiens, les Pakistanais, etc., les Chinois, à plus forte raison. Bien, l'informateur de police était un personnage un peu doué de capacité de romancier, et à partir de quelques contacts qu'il avait en bavardant avec des gens qui avaient participé aux réunions, il a reconstitué. C'est pas impossible. Ou bien il y avait carrément une taupe, quoi. Que dans l'équipe, il y en ait quelqu'un qui était un indicateur de police au sens le plus strict du mot. Mais on sait des choses. Donc des policiers faisaient des suivis et des enquêtes sur eux. C'est intéressant. Quand je rédigeais la biographie de mon père, j'ai trouvé beaucoup de rapports concernant la surveillance de ces jeunes communistes chinois. La police veut se débarrasser de ces communistes devenus trop bruyants, trop gênants. Chou En-lai et Deng Xiaoping restent en France jusqu'en 1924. Ils partent juste avant d'être arrêtés et rejoignent l'URSS pour parfaire leur formation de révolutionnaires. Dès lors, ils ne se consacreront plus qu'à une tâche, répandre leurs idées et installer le communisme en Chine.
Le mouvement travail-études, à mon avis, est un événement important pour l'histoire chinoise. C'est le point de départ qui a permis à la Chine de découvrir son ère, découvrir le monde et l'améliorer. Le programme travail-études a été fondateur pour mon père. C'est un de ces moments où tu te trouves à un carrefour et où tu choisis ton chemin. À son retour en Chine, il a choisi la voie de la révolution. À mon avis, cette première lutte qui a fini par échouer lui a permis de forger sa volonté, lui a enseigné à lutter avec acharnement pour son rêve. Après ça, il était prêt à ne jamais abandonner, quelle que soit l'adversité qu'il rencontrerait. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. 31 janvier 1964, le président Charles de Gaulle reconnaît la légitimité de la République populaire de Chine. C'est une question de vision pour lui. La Chine allait être un acteur majeur de notre propre avenir et donc il fallait, avec la Chine, avoir des relations de compréhension, d'intelligence. Et c'est ce qui a été engagé. L'établissement de la relation diplomatique entre la Chine et la France était un événement extrêmement important dans l'histoire de la diplomatie chinoise. J'étais très jeune, j'avais une dizaine d'années, mais c'est resté ancré dans ma mémoire. Un grand peuple, le plus nombreux de la Terre. On ne pouvait plus ignorer l'existence de la Chine. Il se peut que, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. La France devient ainsi le premier grand pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la Chine de Mao Tse-tung. Mais la négociation a surtout été menée par son premier ministre Zhou Enlai et Chen Yi, le ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre Zhou Enlai, dès qu'il rencontre les Français, il y a au moins un langage commun. Si on l'a choisi pour dialoguer avec les Français, ce n'est pas sans raison. C'est parce qu'il a de l'humour. Quand il rencontre les amis français, la première phrase qu'il dit, c'est « J'aime la France ». Et en français, en tant que diplomate, je sais combien c'est important. Parler le langage de son interlocuteur les rapproche tout de suite. Pour célébrer l'amitié, il y a souvent eu des visites de Georges Pompidou, premier chef d'État français en Chine, puis de Deng Xiaoping, qui démarre sa tournée occidentale en France. C'est aussi une histoire de symboles. C'est enfin une histoire de mots comme ceux de François Hollande, citant Deng Xiaoping. Nous traversons la rivière en nous appuyant sur les pierres. À tâtons, disait-il, pour ne jamais tomber. 100 ans après le lancement du mouvement Travail-Études, Chinois et Français sont devenus partenaires, amis. Cette relation historique est née d'un rapprochement audacieux et de rencontres indéfectibles. Le président Mao Tse-tung et le général de Gaulle ont pris la décision historique d'établir des relations diplomatiques au niveau d'ambassadeurs entre la Chine et la France. Ce geste qui a ouvert la porte à la connaissance mutuelle et aux échanges entre Chinois et Français, et aussi entre Chinois et Occidentaux, a noué entre ces deux grands pays une relation particulière, qui figure depuis lors à la pointe des relations entre la Chine et les principaux pays développés de l'Occident. 始终走在中国同西方主要的发达国家的关系的前列。